Alors que la plupart des enfants de 8 ans apprennent l'écriture cursive ou courent après leurs amis dans la cour de récréation, Léa passe ses journées dans un silence quasi total, elle bricole des radios cassées, dessine des circuits complexes dans un carnet usé et prend le bus aux côtés de sa mère pour se rendre au siège social de Virion Technologies, imposant en vert. Là, sa mère nettoie les bureaux après les heures de bureau, et Léa attend, invisible, inaperçue, inaudible. Personne ne sait que Léa est là. Personne ne lui demande son nom. Elle dérive telle une ombre dans les halls rutilants et sous les néons, enfant invisible au milieu des géants de la technologie. Mais un matin ordinaire, tout bascule. Une cyberattaque catastrophique paralyse toute l'entreprise, plongeant ingénieurs et cadres dans le chaos. Et tandis que le monde numérique s'effondre autour d'eux, ce n'est pas un adulte en costume qui comprend ce qui se passe, mais Léa. Une voix douce, presque inaudible, lui demande si elle peut tenter quelque chose. Et à cet instant, quelque chose d'extraordinaire commence. Comment une fille oubliée du monde peut-elle devenir celle qui le sauve? Et que se passe-t-il lorsqu'un puissant PDG rencontre enfin quelqu'un qu'il ne peut ignorer? Restez avec nous pendant que nous découvrons comment l'éclat peut fleurir en silence et comment le simple fait d'être vu peut tout changer. Léa marchait exactement 6 pas derrière sa mère, non pas par obligation, mais parce qu'elle aimait le rythme. Elle aimait observer sa mère évoluer dans des espaces qui n'étaient pas faits pour eux sans jamais se précipiter, sans jamais lever les yeux, sans jamais chercher à s'intégrer. Sa mère évoluait avec une détermination silencieuse dans les couloirs de marbre et de verre de Virion Technologies, se fondant dans le décor comme si elle avait l'intention de disparaître. Léa avait appris très tôt que l'invisibilité pouvait être une sorte d'armure. Là où l'on n'était pas censé exister, le silence était synonyme de sécurité. Elle serrait son sac à dos effiloché contre elle, veillant à ne pas laisser la fermeture éclair cassée s'accrocher à son sweat à capuche. À l'intérieur se trouvaient ses biens les plus précieux, un carnet cabossé, une montre digitale fissurée et une clé USB morte qu'elle ne parvenait toujours pas à jeter. Lorsqu'ils sont entrés par l'entrée des employés, l'agent de sécurité ne leur a même pas jeté un coup d'œil. Il ne l'a jamais fait. 39, murmura sa mère, et Léa hocha la tête. Même étage. Même service. Sans un mot, Léa se décolla et s'enfonça dans le banc moelleux niché dans un coin du hall, ses pieds effleurant à peine le sol. Elle ouvrit son carnet, feuilletant des pages remplies de gribouillages complexes de circuits imprimés et de lignes de code factices. C'était son moment préféré de la journée, le moment où elle pouvait faire semblant d'être à sa place, elle aussi. Lorsque sa mère disparut derrière les ascenseurs de service, Léa était déjà perdue dans son imagination. Son crayon dansait sur la page, esquissant une fausse carte mère capable de communiquer par voie aérienne. Pas de fils. Juste des signaux invisibles. L'idée lui trottait dans la tête depuis qu'elle avait regardé une vidéo interdite sur YouTube tard dans la nuit ou une vidéo sur le transfert de données sans fil qu'elle ne comprenait pas bien, mais à laquelle elle ne cessait de penser. Alors que le hall bourdonnait des premières réunions, l'écho des talons sur le carrelage et le claquement des coques de tablettes s'estompèrent. Le monde de Léa se réduisit à du graphite et à des pensées. Elle commença à griffonner des symboles codés qu'elle seule pouvait déchiffrer, des lettres et des chiffres disposés comme un langage secret. Puis, alors qu'elle était à mi-chemin de nommer une fonction imaginaire, les lumières au-dessus d'elle ont clignoté. Elle s'est figée. Un instant plus tard, tous les écrans du hall s'éteignirent, clignotèrent comme milieux qui se fermaient. Léa ne bougea pas. Autour d'elle, les murmures se transformèrent en confusion. La confusion en panique. Des téléphones sonnèrent. Les gens tapèrent frénétiquement, les voix s'élevant. Quelqu'un jura. Elle entendit un seul mot, brèche. Tout a changé. Un homme à la réception a claqué sa tablette. Comment ça, on est enfermé dehors, lança-t-il dans son oreillette. Une femme vêtue d'un blazer sur mesure est passée en courant, marmonnant quelque chose à propos d'une télécommande de sécurité intégrée. Léa observait silencieusement depuis son coin, le cœur battant. Elle connaissait les règles, rester invisible. Les invisibles ne se faisaient pas expulser. Un groupe d'hommes s'est formé près des ascenseurs, se rejetant déjà la faute les uns les autres. Quelqu'un a parlé d'un noyau piraté. Un autre a murmuré, vecteur de logiciel malveillant. Léa tendit l'oreille. Un logiciel malveillant. Elle avait lu des articles à ce sujet. Elle avait regardé des simulations d'attaques dans des vidéos de démonstration, retracé des chemins de paquets dans de vieux journaux de données pour le plaisir. Elle ne comprenait pas tout, mais vu la façon dont les ingénieurs s'agitaient, elle n'en avait pas besoin. Ils cherchaient dans l'obscurité. Elle lisait entre les lignes.
Au-dessus de lui, l'écran principal restait noir comme un four. Léa pencha la tête, les yeux plissés. C'était quoi aujourd'hui? Un jeune homme affolé, vêtu d'un blazer de taille trop grand, arpentait les vitrines en marmonnant dans son téléphone. Il va nous tuer. C'est la plus grosse présentation client de l'année. On est mort. Léa nota l'expression « présentation client » à côté de son schéma. Elle ne savait pas pourquoi, mais cela lui semblait important. Il ne s'agissait pas d'une simple panne système. C'était ciblé. Elle écoutait plus attentivement. Une personne a déclaré avoir essayé de redémarrer les serveurs locaux. Aucun résultat. Une autre a indiqué avoir pingé le DNS externe, mais toujours verrouillé. Léa tapota pensivement son crayon. Aucun d'eux ne savait où la brèche avait commencé. Il parcourait une liste de contrôles, essayant toutes les portes familières, et découvrait qu'elles étaient toutes verrouillées. Elle n'a pas parlé. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers une nouvelle page. Qu'aurait-elle fait? Première étape, isoler la faille. Interne ou externe? Deuxième étape, ouvrir un shell de diagnostic. Rechercher les anomalies de trafic. Troisième étape, identifier les écarts de comportement du système, de base et actuel. Elle n'était pas certaine de pouvoir y remédier, pas complètement. Mais elle était certaine d'autre chose. Ils n'ont pas pu. Cette prise de conscience la frappa comme une étincelle sur du petit bois sec. Léa se souvenait du jour où sa cousine avait failli effacer les paramètres d'un téléviseur en branchant un vieux disque dur. Tout le monde avait paniqué. Mais elle avait discrètement corrigé le système d'exploitation grâce à un script de sauvegarde sur sa clé USB, qu'elle avait écrit elle-même. Personne ne le lui avait appris. Elle avait juste compris. Et maintenant, elle était là, entourée d'adultes avec des diplômes, des qualifications, des titres et aucune réponse. Elle jeta un coup d'œil à ses notes. Les symboles se réorganisaient en quelque chose de cohérent, presque vivant. Une carte. Un chemin. Non pas à partir d'un code qu'elle avait vu, mais de schémas qu'elle comprenait. Quelque part au-dessus, de faibles alarmes se mirent à sonner discrètes, sans hurlement. Des avertissements, pas des sirènes. Mais Léa le remarqua à peine. Elle écrivait plus vite. Violation de niveau colonel. Refus d'accès à l'échelle du système. Échec de la restauration à partir d'une sauvegarde. Son crayon griffait la page comme le feu attisant l'herbe sèche. Il ne s'agissait pas d'une panne du système. C'était un blocage. Quelqu'un avait gelé l'infrastructure de l'intérieur, sans la détruire. Ce qui signifiait que la structure subsistait. Il fallait juste la bonne clé. Léa expira lentement et calmement. Elle n'avait pas peur. Elle se sentait exactement comme le jour où elle avait ouvert le vieux boîtier de bureau que son voisin avait jeté. Tout le monde disait que c'était de la camelote. Mais elle avait vu autre chose. Quelque chose qui l'attendait. Tout ce qu'il lui avait fallu, c'était un tournevis, un peu de temps et personne pour lui dire qu'elle n'était pas à sa place. Maintenant, en regardant le chaos autour d'elle se dérouler comme une avalanche au ralenti, Léa sentit quelque chose surgir en elle. Je sais ce que c'est. Pour la première fois, elle ne faisait pas semblant. Elle ne dessinait pas de machine fantastique ni ne rêvait d'appartenance. Elle était là. Et peut-être qu'elle était exactement là où elle était censée être. Une carte du monde brillait faiblement sur l'écran mural, mais une seule couleur la traversait, le rouge cramoisi, s'infiltrant comme l'encre d'un stylo cassé, se répandant dans chaque nœud. Léa s'approcha, ses baskets usées ne faisant aucun bruit sur le carrelage. Elle serrait son carnet usé contre sa poitrine comme un bouclier, son regard naviguant entre les visages sévères et paniqués des occupants de la pièce, ceux qui étaient censés tout savoir. Le chaos régnait, entre voix calmes et déclarations tonitruantes. Certains chuchotaient furieusement, d'autres criaient. Près du fond de la salle, un homme corpulent frappa du poing la table polie, sa voix exprimant la frustration. « Ce n'est pas interne, grommela-t-il. Nous avons installé un triple pare-feu à ce point d'entrée après Zurich. » À côté de lui, une femme répondit avec une précision sinistre. « Alors c'est un protocole fantôme. Il imite le comportement normal d'un utilisateur trop propre pour être utilisé par la force brute. » Léa ne comprenait pas tous les termes techniques, mais elle sentait ce qui leur échappait. Il se posait les mauvaises questions. Loin de là. La tension n'était pas seulement intense, elle était désespérée. Quelqu'un, à une console voisine, tenta frénétiquement une commande manuelle.
Les doigts dansaient sur les touches, les lignes de code clignotaient et se figuaient. Encore bloqué, murmura l'homme, les yeux plissés. Boucle de chiffrement de niveau 4. Qui a bien pu construire ça? Quelqu'un qui veut vraiment que nous soyons hors ligne, a lancé une autre voix. À la porte, un homme légèrement plus âgé que les autres visiblement habitué à être la voix la plus forte dans n'importe quelle pièce a appelé sans se retourner. On peut joindre Marcus? Il nous faut une autorisation de priorité. Un assistant junior balbutia de l'extérieur, il est dans une salle de réunion à l'étage, en communication. Où, il l'était. Léa n'avait pas besoin qu'il le dise. Quoi qu'il se soit passé, la situation allait vite et personne ici n'avait le contrôle. Ses doigts se crispèrent sur son carnet. Elle s'était promis de rester invisible, comme toujours. Mais l'instant d'après, elle s'avança sans réfléchir, et un murmure s'échappa de ses lèvres avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Avez-vous vérifié la boucle de débordement du socket? Les mots tombèrent dans le chaos comme un caillou dans un étang. Un silence s'installa. Les têtes se tournèrent. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? S'est moqué quelqu'un. Mon Dieu, murmura un autre. Qui a laissé entrer l'enfant de quelqu'un ici? Mais une femme, l'une des rares à ne pas avoir explosé, cligna lentement des yeux sans détourner le regard. Elle ne rit pas. Elle se contenta d'observer Léa, silencieuse et immobile. Les joues de Léa s'empourprèrent de regret. Elle avait enfreint sa règle, pas vu. Pas entendu. Elle recula d'un pas, imaginant déjà la panique sur le visage de sa mère si quelqu'un découvrait jusqu'où elle s'était égarée. Elle serra plus fort son carnet, prête à disparaître comme un fantôme. Mais quelqu'un d'autre l'observait, silencieusement, avec curiosité. Il n'aboyait pas d'ordre ni ne tapait sur un clavier. Il observait simplement. Son badge indiquait Elia, il ne devait pas avoir plus de quelques années de plus que Léa. Une présence discrète derrière la foule. Léa croisa son regard pendant une seconde avant de détourner le regard, mais pas avant de le voir incliner légèrement la tête, comme s'il retournait ses mots dans sa tête. Contrairement aux autres, Elias ne la dédaignait pas. Son regard ne la jugeait pas. Il cherchait un sens. Et Léa le sentit, ce tourbillon électrique de peur et d'espoir lui serrait l'estomac. Elle n'avait pas parlé au hasard. Elle ne devinait pas. Elle se souvenait de cette boucle. Elle l'avait vue une fois, tard dans la nuit, sur une simulation pirate qu'elle avait piratée avec un ordinateur portable fissuré et un clavier cassé. Ce n'était pas de la théorie. C'était de l'expérience. L'homme plus âgé qui avait ri auparavant marchait maintenant en rond, marmonnant à propos du temps perdu. Nous lançons des fléchettes dans le noir, a admis quelqu'un. Aucun des correctifs de porte dérobés ne fonctionne, a ajouté un autre. On ne sait même pas à quoi on a affaire. Et Marcus est toujours porté disparu. Il le découvrira bien assez tôt, lorsque les indicateurs du système commenceront à inonder les tableaux de bord des investisseurs. Et alors? Le chaos. Mais rien de tout cela n'effrayait Léa. Pas comme ça aurait dû. Ce qui l'effrayait davantage, c'était leur aveuglement, leur totale incohérence. Ils cherchaient des attaques brutales, bruyantes et maladroites. Mais celle-ci n'était pas bruyante. C'était élégant. C'était imbriqué. Un fantôme à l'intérieur du cadre, conçu pour se fondre comme s'il y était intégré. Léa reconnaissait cette logique. Non pas parce qu'elle l'avait lu dans un livre. Parce qu'elle la ressentait. Et pire encore, elle ne savait pas comment l'expliquer, l'instinct ne s'accompagnait pas de définition. Elle ouvrit de nouveau la bouche, mais cette fois, aucun son ne sortit. Dans la pièce vitrée, des factions se formaient, certaines désespérées d'agir, d'autres figées par la peur. Puis, la même femme qui avait écouté auparavant prit enfin la parole. Nous devrions au moins vérifier ce qu'elle a dit. Sa voix n'était pas forte, mais elle était stable. Quelqu'un s'est moqué, on prend vraiment les conseils d'un enfant maintenant. C'est alors qu'Elias s'avança. Calme. Mesuré. Sa question était logique, a-t-il déclaré. La pièce se retourna à nouveau. C'est un point d'entrée logique pour un verrouillage récursif, surtout si l'attaquant souhaite imiter une erreur de l'utilisateur. Il jeta un coup d'œil à Léa, puis à la pièce. Ne prétendons pas que quelqu'un ici a une meilleure idée. Le silence retomba. Léa déglutit difficilement. Elle ne connaissait pas la politique, mais elle comprenait ce qu'Elias venait de faire. Il ne l'avait pas défendue par pitié. Il la croyait pas entièrement, mais suffisamment pour l'écouter. Pour la première fois,
elle n'était pas invisible. Elle recula d'un pas, incertaine d'avoir aidé ou simplement semé le trouble. Les scaphandriers semblaient toujours sceptiques. Les ingénieurs restaient impatients. Mais quelque chose avait changé, à peine visible, mais réel. Elle avait lancé une nouvelle idée. Et cette idée les fit s'arrêter. Rien que cela signifiait quelque chose. Elle se glissa dans le couloir, se cachant derrière une colonne, son carnet serré contre elle. De sa cachette, elle vit Elias qui la regardait toujours non pas avec jugement, mais avec intérêt. Il ne sourit pas. Il ne hocha pas la tête. Il la remarqua simplement comme quelqu'un qui découvre une pièce de puzzle dont il ignorait l'absence. Léa s'assit par terre et ouvrit son carnet, griffonnant 3 mots, boucle de débordement de socket. S'il ne le vérifiait pas, elle le ferait. Parce qu'elle ne devinait pas. Elle se souvenait. Ils l'ont laissé entrer parce qu'il n'avait plus rien, non pas par confiance, mais par épuisement. Un responsable informatique a marmonné, sarcastique, bien sûr. Pourquoi pas? Peut-être que le fils du concierge peut faire ce que tout notre service a échoué. Quelques rires nerveux suivirent, vides et amers. Mais personne ne l'arrêta. Personne ne croyait qu'elle ferait quoi que ce soit, sauf Elias. Le stagiaire silencieux resta à proximité. Il s'avança et tira doucement une chaise. « Tiens, dit-il doucement mais avec assurance. Il faudra te tenir debout un peu. La table est trop haute. » Léa hocha la tête, serrant son carnet comme une armure. Elle grimpa avec la grâce de quelqu'un qui avait appris depuis longtemps à ne pas broncher au rire. Personne ne lui expliqua le problème. Elle ne posa aucune question. Elle fixa le terminal pendant 10 secondes, le calibrant sans hésiter. Ses doigts flottaient dans le vide, se rappelant une disposition qu'elle connaissait déjà par cœur. L'écran était chaotique, un vide de commandes emmêlées, couches de pare-feu superposées, outils d'administration bloqués en cours de requête. Mais Léa a reconnu le schéma. 3 récupérations de portes dérobées échouées. Tout est propre, tout est bloqué. Ce n'était pas de la force brute. C'était personnel. Son regard passa du code au mur. Là, une photo. Légèrement inclinée. Une petite fille, peut-être 5 ans, assise sur les épaules de quelqu'un. Le visage de l'homme était recadré, mais la montre correspondait à celle que portait le PDG furieux plus tôt. Une plaque sur le cadre disait « Amélia, 4 heures du matin. Bienvenue au monde. » Léa sourit, juste un instant. Puis elle écrivit. Pour Amélia. L'écran a clignoté. Pas de façon spectaculaire. Juste, ouvert. Elias se pencha vers moi. Tu viens de... Le responsable informatique, sarcastique, se figea, les yeux écarquillés. Attendez, c'était quoi ça? Léa ne répondit pas. Elle était déjà à l'intérieur, tapant avec une précision silencieuse. Sans hésitation. Sans geste inutile. Elle ne lisait pas de notes. Elle ne testait pas de suppositions. Elle se souvenait. Un ingénieur murmura, cette clé de remplacement? Nous n'avons jamais essayé de solution de secours personnel. Un autre a répondu, nous n'utilisons même pas de solution de secours personnel dans l'administration. Mais Léa continua. Silencieuse. Concentrée. Indifférente à la pièce derrière elle. Elle tapait comme si elle suivait une musique qu'elle seule pouvait entendre. Et puis quelqu'un a murmuré, elle a trouvé le shell d'administration. Cela ne devrait pas être visible sans authentification, a balbutié le responsable informatique. Elle s'est authentifiée, dit Elias. Manuellement. Avec le code du PDG. Le silence s'épaissit. Ils avaient manqué la vulnérabilité la plus élémentaire, non pas le code, mais l'humanité. Un mot de passe né dans un moment de joie à 4 heures du matin. Léa le savait parce qu'elle comprenait les gens. Elias s'approcha à nouveau d'elle, non pas pour l'interrompre, mais pour s'agenouiller tranquillement. Tu es dans la coquille, dit-il. Que cherches-tu maintenant? La voix de Léa était ferme. La première boucle. Si je trouve le schéma d'entrée, je peux annuler le verrouillage. Elle ne ralentit pas. Elle parcourut les journaux, contourna les pièges déguisés en données de routine. Elle ne se laissa pas prendre. Ses mains s'agitèrent au souvenir. Aucune formation. Aucun diplôme. Juste du courage. Et du temps. Derrière elle,
La salle regardait dans un silence stupéfait une fille éplucher les couches d'échecs qu'ils avaient accumulées. Elle n'était pas leur dernier espoir. Les champs d'accès furent remaniés un par un, et l'écran rouge statique sur l'un des écrans centraux disparut d'un léger clignotement. Plus personne ne riait. La salle, autrefois saturée de tension et de doute, était désormais plongée dans un silence absolu. Les nouvelles circulaient plus vite que l'approbation de l'entreprise ne le pourrait jamais, elles passaient d'un service à l'autre, non pas par des notes de service ou des chaînes de commandement, mais par des murmures chuchotés au-dessus de tasses de café tremblantes et des échanges de regards emplis d'une panique grandissante. La fille du concierge fait quelque chose au système. Cela ressemblait à une blague, le genre de rumeur absurde destinée à mourir dans les salles de repos avant même d'atteindre la direction. Mais ce n'était pas le cas. Marcus Valle, PDG de Virion Technologies, arpentait en silence une salle de réunion plus petite, 2 étages plus haut. Il fixait l'écran tamisé de sa tablette, les indicateurs s'effondrant autour de lui comme un échafaudage renversé. Lors de la conférence téléphonique avec les investisseurs, les dirigeants affichaient des sourires figés et des demi-vérités, racontant des histoires polies pour tenter de sauver l'instant. Mais Marcus n'écoutait plus. Ses doigts tapotaient la vitre insensible, puis frappaient plus fort, exaspéré. Finalement, il posa la tablette sur la table polie et se tourna vers son assistant. « Pourquoi le système est-il toujours en panne ?» Sa voix était sèche et basse. L'assistant, à peine plus âgé qu'Elias en bas, balbutia quelque chose à propos des couches de chiffrement et des protocoles de brèche avant d'hésiter. « Monsieur, il y a quelqu'un qui travaille dessus. » Les yeux de Marcus se plissèrent. « Qui ?» L'assistante déglutit difficilement. « Une fille, monsieur. » Du hall. « La fille du personnel d'entretien, je crois. » Marcus cligna des yeux, comme si ses paroles ne l'avaient pas touché. Puis, sans un mot de plus, il se retourna et se dirigea vers le lieu de l'incident, la suspicion montant dans sa poitrine comme un poison dans son sang. Léa ignorait totalement qui était Marcus Valle. Elle ignorait qu'il se tenait maintenant derrière la vitre, l'observant tel un faucon, évaluant une anomalie imprévisible. Toute son attention était rivée sur le terminal devant elle, où des lignes de journaux corrompus se déroulaient comme une tapisserie qu'elle décodait depuis l'enfance. Ses lèvres étaient pincées en une ligne fine et obstinée. Ses sourcils fronçaient. Son corps se pencha instinctivement en avant, une habitude inconsciente due à d'innombrables nuits passées penchées sur du matériel récupéré. Ses mains ne tremblaient pas. Non pas qu'elle n'ait pas peur. Si. Mais elle n'avait pas le temps d'avoir peur. Chaque seconde perdue en hésitation était une seconde de plus qui faisait sombrer le système dans l'oubli. Elle avait déjà 3 couches de carapace, naviguant à l'aveugle. La moitié des outils de diagnostic étaient hors service, rendus inutilisables par la brèche elle-même. Elle se fiait à la reconnaissance des formes, à l'intuition et à l'expérience. Son carnet, dont les pages flottaient sous l'effet du mouvement environnant, gisait à côté d'elle, oublié. Elle n'y avait pas touché depuis des minutes. Elle n'en avait pas besoin. Elle ne se fiait plus à ses notes. Elle avait assimilé le langage du système et, plus important encore, le rythme mental de l'attaquant. C'est ce que personne d'autre n'a vu. Ce n'était pas seulement du code. C'était une conversation qu'elle maîtrisait particulièrement bien. Derrière la vitre, Marcus croisa les bras. L'incrédulité se durcit tandis qu'il observait la jeune fille à peine plus qu'une enfant. Son sweat à capuche surdimensionnée lui enveloppait la silhouette, et ses manches étaient relevées à la hâte. Ses doigts parcouraient le terminal avec une précision terrifiante. Il se tourna vers un ingénieur qui se tenait à proximité. « Appelez la sécurité, dit-il d'un ton neutre. L'ingénieur se raidit. « Monsieur, ce n'est qu'une enfant. » Et ceci, coupa Marcus, est une infrastructure de plusieurs millions de dollars. Je n'ajouterai pas de responsabilité légale au sabotage. Sa voix ne s'éleva pas. Inutile. Les ordres de Marcus Valle furent exécutés comme les scripts automatiquement, sans hésitation ni besoin de compréhension. 2 agents de sécurité s'avancèrent rapidement. L'un d'eux murmurait déjà quelque chose dans son oreillette en approchant de la pièce vitrée. À l'intérieur, le responsable informatique les remarqua le premier et se tendit. Elias se retourna ensuite. Ses yeux s'écarquillèrent. Sans réfléchir, il s'avança et se planta devant Léa, tel un pare-feu se dressant entre elle et le monde. « C'est la seule à faire des progrès, dit-il plus fort que prévu. » Les gardes s'arrêtèrent. L'un cligna des yeux. L'autre regarda Marcus, attendant le prochain ordre.
Mais Marcus ne répondit pas. Il observait Elias maintenant, observant la façon dont ses épaules restaient droites malgré le léger tremblement de ses jambes. Le garçon était terrifié. Mais il tenait bon. Vous me dites, dit lentement Marcus, que vous avez confié nos efforts de récupération essentiels à un enfant. Sans autorisation. Sans accréditation. Sans autorisation. Elias ne broncha pas, je vous le dis, dit-il, elle est plus profondément ancrée dans le système que nous ne l'avons jamais été. Et elle n'a pas déclenché un seul dispositif de sécurité. L'expression de Marcus ne changea pas, mais quelque chose brilla dans ses yeux, le doute, peut-être. Ou la curiosité. Derrière eux, d'autres ingénieurs murmurèrent. Elle a accédé à des journaux auxquels nous ne pouvions pas accéder. Elle a signalé des anomalies dans le groupe 2. Elle est peut-être en train de le réparer. Mais Léa n'entendit aucun d'entre eux. Elle était désormais plus profonde, au cœur de l'architecture de la brèche. Elle décortiquait les injections de commandes, procédait à la rétro-ingénierie de charges utiles obscurcies, reconnaissait des schémas camouflés dans la logique système. Ce n'était pas seulement de l'intelligence. C'était de la clarté. Celle qui n'est d'année passée à danser avec le chaos jusqu'à ce qu'il lui murmure ses secrets. Et puis, un déclic s'est produit dans le code. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas négligé. C'était élégant. Pas seulement méthodique, mais intentionnel. Quelqu'un avait écrit cela pour être trouvé. Mais seulement par quelqu'un qui savait lire entre les lignes. Léa se pencha plus près, le souffle court, les yeux rivés au sol. Elle contourna les pièges qui imitaient la logique du système, ignora les impasses récursives et esquiva les charges utiles déguisées en fichiers principaux. Son chemin n'était pas simple, il était intuitif. De côté. En diagonale. Comme si elle naviguait dans un labyrinthe qu'elle connaissait déjà par cœur. Puis, elle l'a vu. Une ligne de syntaxe erronée, mais familière. Son cœur a fait un bond. Elle avait déjà vu ça. Pas le code exact, mais son essence, son essence. Elle se souvenait de la nuit où elle l'avait découvert pour la première fois, blotti dans l'arrière-salle de l'appartement de sa cousine, faisant semblant de dormir, penché sur un ordinateur portable en panne. Elle s'était connectée à un forum oublié, rempli de fantômes numériques. Un fil de discussion s'était démarqué, fantôme numérique, méthode de perturbation symétrique, un seul fichier. Et une phrase qu'elle n'oublia jamais. Il ne s'agit pas d'entrer par effraction. Il s'agit de devenir la porte. Elle avait copié ce code à la main. Elle l'avait étudié. Elle l'avait reconstruit. Elle se l'était approprié. Et voilà qu'il était de nouveau là, évolué, raffiné, transformé en arme. Mais indéniablement issu de la même racine. Les mains de Léa se figèrent. L'illusion vola en éclats. Ce n'était pas un simple code. C'était une empreinte digitale. Une voix, appelant dans l'obscurité, déguisée en destruction. Quelqu'un comme elle. Un esprit forgé dans le silence, façonné dans l'isolement. Sans mentor. Sans structure. Juste un feu qui refusait de s'éteindre. L'estomac de Léa se serra. Et si son don, sa capacité à entendre la logique comme la musique n'était pas seulement sa force? Et si c'était aussi son risque? Elle se rassit, tremblante. Les yeux toujours rivés sur l'écran. Pour la première fois, le doute s'insinua. Cette personne cherchait-elle à se venger? À tester ses limites? Ou à envoyer un message qu'elle seule pouvait déchiffrer? Elle voulait s'arrêter. Passer le clavier à quelqu'un d'autre. Mais la vérité était brutale, personne d'autre ne l'avait vu. Personne d'autre ne le pourrait. Elias remarqua le déplacement de ses épaules. Léa, demanda-t-il doucement. Elle ne leva pas les yeux. Sa voix était basse. Je crois savoir qui a construit ça. Elias cligna des yeux. Tu veux dire, un groupe? Elle secoua la tête. Non. Quelqu'un comme moi. Et puis elle a continué. Plus lentement. Prudence désormais. Chaque frappe lui semblait plus lourde, moins comme une opération, plus comme une réponse. Elle ne réparait plus simplement un système. Elle répondait à un message, traçant une carte laissée par quelqu'un qui attendait d'être retrouvé. Et elle ne pouvait pas s'en aller. Ni pour Marcus. Ni pour Virian. Ni même pour sa mère. Elle devait le finir, pour elle-même.
Parce que si ce fantôme dans le système était son reflet, alors c'était sa chance de tracer une ligne, de prouver qu'il y avait une autre façon d'être brillant. Et puis, l'écran a clignoté. Une faible pulsation verte. Le système vibre. Vivant. Des halètements retentirent. Quelqu'un jura, incrédule. Les ingénieurs tournoyèrent sur eux-mêmes. Un responsable se mit à faire les 100 pas, stupéfait. Mais Marcus Val ne bougea pas. Il ne sourit pas. Il resta immobile au fond de la salle, observant la fille au terminal comme si elle sortait de la machine. Elle s'appelait Léa. Pas de nom de famille. Juste une présence. Un fantôme dans les journaux. Un bug qui réparait ce que personne d'autre ne pouvait réparer. Et Marcus, l'homme qui a bâti des empires à partir de 0 et de 1, n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire d'elle. Il ne dit rien tandis qu'elle s'éloignait du clavier, serrant son carnet contre sa poitrine comme une armure. Elias posa une main tremblante sur son épaule. Quelqu'un lui tendit de l'eau. Une voix mentionna le tableau. Mais Marcus se retourna silencieusement et sortit. De retour à son bureau, il congédia son assistant d'un regard. Il ouvrit les archives de sécurité. Lançait lecture. Il l'observait. Il observait sa façon de bouger. Calme. Maîtrisé. Féroce. Et derrière ses yeux, un souvenir refit surface, un orphelinat à Aveline. Une fille avec une radio cassée. Des doigts tachés de graisse. Une étincelle. Un rire. Puis, disparu. Il l'avait enterré comme tout le reste. Mais maintenant, en regardant Léa, ce fantôme est revenu. Et Marcus Val, titan de la technologie, ne savait plus vraiment ce qui le terrifiait le plus. Que quelqu'un avait creusé la brèche. Ou que quelqu'un venait juste d'y répondre. Quelque chose en Marcus s'est brisé dès qu'il a vu la vidéo, la façon dont ses épaules se sont tendues avec une détermination silencieuse, la façon dont elle n'a pas bronché sous la pression. Ce n'était pas seulement du talent brut. C'était quelque chose de plus profond. Quelque chose de terriblement familier. Il s'est adossé à sa chaise, les doigts croisés devant son visage, les yeux rivés sur l'image figée qui lui brûlait l'esprit. Il avait affronté des négociations à plusieurs milliards de dollars, résisté à des mutineries au sein du conseil d'administration, évité des désastres de communication qui auraient fait couler des hommes moins doués. Mais rien, absolument rien ne l'avait préparé à l'image de cette fille, calme face au chaos, accomplissant ce que des équipes d'adultes entraînés ne pouvaient faire. Ni pour les applaudissements. Ni pour l'argent. Juste, parce qu'elle le pouvait. Et maintenant, la vraie question n'était pas seulement ce qu'elle avait fait, mais ce que cela signifiait. Comment lui, Marcus Val, était-il devenu le genre d'homme à avoir failli appeler la sécurité pour un enfant dont le génie éclipsait toute sa division? Quand avait-il commencé à mesurer la valeur à l'aune de ses intitulés de poste et de ses cordons, de ses CV et de ses profils LinkedIn, oubliant que le génie éclot souvent discrètement, dans l'ombre, sans qu'on le voie, sans qu'on le lui demande? Un malaise le saisit. Pas de culpabilité. Pas exactement. Mais le genre de prise de conscience qui s'infiltre comme un froid lent, irréversible. Quelque part sur la route du pouvoir, il avait amputé la part de lui-même qui croyait autrefois à l'impossible. Et cette fille, cette Léa, venait de la raviver. Pas avec des discours. Pas avec des diplômes. Avec des frappes au clavier. Il parcourut les images, plus lentement cette fois, observant ses mains comme un code qu'il cherchait désespérément à déchiffrer. Il s'arrêta sur une image, sa paume reposait doucement sur le terminal, ses doigts repliés non pas pour l'action, mais pour l'écoute. Comme si elle entendait à travers le métal. Il repensa à cette fille de l'orphelinat. Celle qui avait disparu avant même que quiconque ait pensé à lui demander son nom. Léa disparaîtrait elle aussi une fois ce moment passé? Quelqu'un la remarquerait-il seulement? Sa poitrine se serra. Il savait exactement ce que le monde ferait s'il était laissé à lui-même. On acclamerait son génie l'espace d'un instant. Puis le silence viendrait. La pauvreté. La bureaucratie. Elle y serait ensevelie. Oubliée. À moins qu'il ne laisse pas cela arriver. À moins qu'il ne se manifeste non pas en tant que PDG mais en tant qu'homme qui a vu une étincelle s'éteindre parce que personne ne s'est suffisamment soucié d'attraper la flamme. Léa n'avait pas seulement déchiffré le système. Elle l'avait déchiffré lui. Maintenant, assis dans le calme poli de son bureau d'angle, entouré de l'armure froide du succès, Marcus Val se retrouva face à une seule question brûlante.
Qu'était-il censé faire d'un enfant qui venait de déchirer son monde? Ils l'ont rappelé le lendemain matin. Pas de cérémonie. Pas de voiture noire. Juste un message discret transmis à sa mère par un superviseur du soir. Léa ne posa pas de questions. Elle hocha la tête et se prépara de la seule façon qu'elle connaissait, elle vérifia que son carnet usé était dans son sac à dos et que ses chaussures éraflées tenaient encore. Elle portait le même sweat à capuche surdimensionné, celui qui glissait le long de ses poignets et la faisait paraître encore plus petite qu'elle ne l'était déjà. Cette fois, sa mère ne l'accompagna pas. Elle s'attarda à l'entrée du bâtiment, les bras croisés, les lèvres pincées par l'inquiétude, regardant Léa franchir seule les portes vitrées. À l'intérieur, un assistant poli la conduisit silencieusement vers une salle de conférence. Une longue table. Une chaise bleue. Pas de salutation. Pas de jus d'orange. Pas de sourire forcé. L'atmosphère avait changé. On ne la traitait plus comme une enfant. Il ne savait pas ce qu'elle était, mais il savait qu'elle n'était pas ordinaire. Elle s'assit, les pieds effleurant à peine le sol, tandis qu'ils entraient un à un. Pas toute l'équipe précédente, juste une poignée de personnes clés. Ella était là, adressant un sourire doux qui détendit légèrement les épaules de Léa. Une femme plus âgée, au regard perçant et aux cheveux gris coupés courts, prit la parole la première. « Comment as-tu fait » demanda-t-elle d'une voix ferme mais pleine d'urgence. Léa cligna des yeux. « Quelle partie » Il y eut un léger ricanement. Pas moqueur. Surpris. Curieux. Le contournement, a précisé quelqu'un. La brèche en couche. L'imbrication des sous-couches au tout ça. Les doigts de Léa se resserrèrent autour de son crayon. La vieille terreur s'éveilla. Les adultes ne voulaient généralement pas entendre sa vérité, juste la confirmation de ce qu'ils pensaient déjà. Mais cette fois, personne ne l'interrompit. Personne ne la pressa. Ils attendirent. Elle regarda autour d'elle, puis répondit aussi clairement que possible, je ne sais pas comment l'expliquer. Le silence s'installa ni gêné, ni tendu. Juste de l'attente. Elle sortit son carnet, le tourna jusqu'à une page blanche et dit doucement, mais je peux te montrer. Son crayon commença à bouger, le bruit du grattement était doux et certain. Ce n'était pas du code. Pas exactement. Pas des plans non plus. Ce qui se déployait sur le papier tenait du circuit et de l'art, des circuits qui se tordaient comme des racines d'arbres, des boucles qui se courbaient comme des courants fluviaux, des motifs qui pulsaient comme des systèmes météorologiques. Elle n'avait rien étiqueté. Elle n'avait rien expliqué. Elle avait juste construit comme toujours dans son propre langage. Quand elle eut fini, elle fit glisser le cahier vers l'avant. Pendant un battement de cœur, personne n'a bougé. Puis Marcus, assis en face d'elle, bras croisés et sourcils froncés, prit la page. Il ne posa pas de questions. Il se contenta de la fixer, la tête penchée, le regard scrutant, non pas comme un technicien, mais comme un homme cherchant à se souvenir de quelque chose qu'il avait oublié. Léa ne le regardait pas pour obtenir son approbation. Elle voulait juste être vue. Il tourna la page. Une fois. 2 fois. Ses doigts ralentirent. Ses épaules se déplacèrent, juste assez pour montrer qu'il l'avait vue. Ni la brèche, ni la réponse. Il la vit. Le dessin n'était pas une solution, c'était une fenêtre sur son esprit. Une carte de son cheminement à travers l'impossible. Elle ne leur avait pas apporté de code. Elle leur avait apporté la cognition, offerte sous la seule forme qu'elle savait exprimer. Marcus leva les yeux, plus clairs qu'avant. Il tapota une partie du croquis et demanda doucement, « Cette boucle, comment l'appelles-tu » Léa hésita. « Ça n'a pas vraiment de nom. C'est juste ma façon d'empêcher la structure de s'effondrer, quand le problème se referme sur lui-même. » Il hocha la tête. « C'est exactement ce qui s'est passé hier, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête en retour. « Ouais. » Il lui tendit le papier. « Garde ça. Ne le change pas. » Elle l'a glissé dans son carnet comme si cela ne signifiait rien. Mais à l'intérieur, son cœur battait fort. Marcus savait que cela enfreignait tous les protocoles. Il le savait lorsqu'il a demandé au chauffeur de prendre la route qui mène aux collines au lieu de retourner au quartier général. Il a décliné le SUV noir. Il a refusé l'escorte de sécurité. Il a fait signe à l'assistant qui lui proposait des sujets de discussion. Rien de tout cela n'avait d'importance maintenant.
Ce qu'il voulait n'était pas dans un classeur. C'était dans un monde d'enfants, un monde où personne de sa salle de réunion n'oserait mettre les pieds. Lorsque le taxi le déposa au bout d'une ruelle étroite, il dut demander à 2 reprises la bonne porte. Celle-ci s'ouvrit avec hésitation. La mère de Léa se tenait sur le seuil, un balai à la main, les yeux écarquillés, entre peur et incrédulité. « Vous êtes Monsieur Val » murmura-t-elle. « Elle n'a rien fait de mal » dit doucement Marcus, coupant court à ses inquiétudes. « Elle a tout fait comme il faut. Je suis juste là pour découvrir son monde. » Pourtant, la femme ne se détendit pas complètement. Elle s'écarta prudemment, comme pour attendre le bon moment. À l'intérieur, Léa était assise en tailleur sur le sol, entourée d'un fouillis de résistance et de fils. Elle ne s'est pas levée d'un bond. Elle n'a pas souri. Elle a juste levé les yeux et a dit, d'un ton neutre, « Tu peux réparer ça » en lui tendant une radio cassée. Pas de politesse. Juste un test. Marcus y est allé doucement. Avant, c'était le cas, dit-il. Alors essaie, répondit-elle en lui passant un tournevis comme un gant. Il s'accroupit à côté d'elle, les genoux grinçants, les mains lourdes de rouille. Pas de costume. Pas de technologie. Juste des fils et le silence. Un petit garçon surgit du fond avec une fourchette et une assiette vide. Il y en a encore? Seulement si quelqu'un retourne le prochain lot, a crié Léa. À ton tour, Mario. En gémissant, il s'enfuit. Marcus cligna des yeux. Mon frère? Cousin. Il vit ici maintenant. Comme tout le monde, plus ou moins. Cela expliquait le matelas dans le coin. Les brosses à dents dans un gobelet. La mère de Léa essayait d'expliquer le problème de la cuisinière et ses brûleurs limités. Marcus l'entendait à peine. Il regardait Léa expliquer à Mario comment utiliser une simple planche à pain. Si le condensateur est trop faible, dit-elle, la charge fuit avant d'inverser le signal. Ce n'est pas juste, protesta Mario. Je ne sais même pas ce qu'est la résistance. Alors apprends, répondit-elle, imperturbable. C'est comme ça que j'ai fait. Marcus ne parlait pas. Il regardait simplement. Pas de tablette. Pas de YouTube. Juste des connaissances brutes, récupérées de briques et de brocs. Elle n'a pas été formée. Elle a été forgée. Finalement, après une tentative ratée de recablage, il a demandé « Où avez-vous appris cela ?» Nulle part, dit Léa. Ça a commencé à prendre sens. Comme les mathématiques. Mais avec des étincelles. Quand? Elle regarda Mario. Il y a 2 semaines, il ne savait pas ce qu'était une diode. Maintenant, il peut tester la polarité sans se brûler les doigts. C'était une fois, cria Mario. Une très grosse étincelle, marmonna Léa. Et Marcus rit. Vraiment, pour la première fois depuis le début. Tu n'as pas attendu qu'on te donne des leçons, murmura-t-il. Tu as juste continué. Léa haussa les épaules. Elle l'a dit clairement, je devais le faire. Il n'y avait aucune trace d'amertume dans sa voix, juste une certitude tranquille. Ce n'était pas une plainte. Ce n'était même pas de l'apitoiement sur soi. Ce qui frappait le plus Marcus, c'était à quel point cela lui semblait banal, comme la gravité ou la pluie, comme les choses étaient ainsi. Elle n'agissait pas comme quelqu'un qui avait été lésé par le monde. Elle agissait comme quelqu'un qui en avait appris les règles et, sans bruit ni fanfare, les avait réécrites à son avantage. Ils s'assirent ensemble, assiette remplie de crêpes de travers, dans une cuisine rafistolée avec soin plutôt qu'avec de l'argent. Le carrelage était fissuré, les fils électriques pendaient à nu, et le ventilateur de plafond bourdonnait comme un moustique lointain, mais ne tournait pas. Pourtant, ce n'était pas la pauvreté qui avait pris Marcus au dépourvu. C'était la raison d'être. Chaque objet dans cet espace avait une fonction, chaque surface une raison d'être. Léa n'avait pas seulement survécu à sa situation, elle l'avait transformée. Elle avait construit un laboratoire avec des matériaux de récupération, bâti une école dans le silence et, plus extraordinaire encore, elle avait accompli tout cela sans amertume. Ni rage, ni soif de reconnaissance. Juste une curiosité insatiable et un esprit qui refusait le repos. Léa fit glisser une page sur la table, arrachée à son carnet. Un dessin enfantin, certes il y avait des crêpes gribouillées dans les marges mais au centre, un schéma électrique précis. J'ai trouvé comment stocker de l'énergie sans batterie, dit-elle d'une voix calme. Pour les urgences.
Marcus fixa le croquis, le fil métallique en boucle parfaitement logique sur le plan technique, et resta bouche bée. Que dire à un enfant qui ne se contente pas de voir des choses brisées, mais qui parle leur langage? Il sentit alors quelque chose changer en lui, une pointe de culpabilité, un élan d'émerveillement et une profonde et douloureuse prise de conscience. Le système n'avait pas découvert Léa. Elle était simplement devenue trop brillante pour être ignorée. Comme une fleur poussant à travers le béton. Lorsque Marcus quitta son domicile ce soir-là, quelque chose d'inébranlable le suivit. Cela persistait dans son bureau impeccable, s'accrochait au contour de sa conférence téléphonique, murmurait entre les lignes des rapports de responsabilité et des stratégies d'entreprise. Il ne pensait qu'à la fille qui lui avait tendu un circuit électrique enveloppé dans une recette de crêpes. Le lendemain, avant même l'aube, avant même que ses employés n'aient pointé, Marcus réécrivit la politique de stage de Virion. Suppression des restrictions d'âge. Modification des seuils de moyenne générale. Vérification des antécédents et portfolio numérique facultatif. Il n'attendit pas l'approbation. Il n'en avait pas besoin. C'était lui qui l'approuvait. Puis il appela à nouveau le service juridique, non pas pour protéger l'entreprise des risques, mais pour lancer quelque chose, un fonds de bourse. Non pas pour les brillants prodiges des grandes institutions, mais pour des esprits comme celui de Léa, brillant, brut et caché au grand jour. Et dans un ultime acte de défi silencieux au statu quo, il rebaptisa le pare-feu interne reconstruit. Ni d'après lui-même, ni d'après une gamme de produits. Il le baptisa Elia Protect, un hommage discret à la jeune fille qui avait géré la crise avec plus de sang-froid que n'importe quel adulte présent. Pourtant, quelque chose semblait incomplet. Ses actions étaient justes. Elles étaient nécessaires. Mais elles n'étaient pas assez personnelles. Ce que Léa lui avait apporté n'était pas seulement une solution. C'était un miroir. Un défi. Un souvenir de l'homme qu'il était autrefois, curieux, ouvert, n'ayant pas peur d'apprendre. Aucun don ni communiqué de presse ne pouvait en témoigner. Alors il a décroché le téléphone. Il n'a pas délégué l'appel. Il ne l'a pas laissé passer entre les mailles du filet ni entre les assistants. Il a appelé la mère de Léa lui-même, d'une voix un peu trop hésitante, les mots sortant plus vite que prévu. Il a demandé maladroitement, nerveusement s'il voulait bien venir au bureau. Pas pour une récompense. Juste une conversation. Juste quelque chose de concret. Sa mère a dit oui. Mais sa voix s'est brisée à la fin, comme si elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu. À leur arrivée, Marcus ne les conduisit pas dans un bureau des RH. Il ne les conduisit pas dans une pièce annexe sécurisée et aseptisée. Il les conduisit directement à la salle de réunion. Celle-là même où se concluaient des contrats valant des millions, où l'avenir de divisions entières était débattu. Il voulait que Léa comprenne que cet espace, le cœur de l'entreprise, l'incluait désormais. Elle ne semblait pas intimidée. Au contraire, elle paraissait plutôt peu impressionnée. Carnet à la main, elle était assise avec une aisance tranquille. Sa mère, raide comme une flèche, serrait son sac à main comme s'il allait disparaître. Marcus s'éclaircit la gorge plus de fois que nécessaire. Finalement, il parla. « Tu as changé notre façon de voir les choses », a-t-il dit à Léa. Pas seulement les systèmes, mais aussi les personnes. Le talent. Ce que signifie diriger. Tu n'as pas attendu la permission. Tu as affronté le chaos et tu l'as résolu. Sa mère essaya de sourire, mais les larmes lui montèrent aux yeux avant qu'elle ne puisse les retenir. J'ai fait quelques changements, a poursuivi Marcus. Il y a une bourse qui porte ton nom. Et un nouveau programme de mentorat. Du vrai mentorat. Un accompagnement personnalisé. Tu auras pleinement accès à nos laboratoires, à notre équipement, à nos cours ou tout ce dont tu as besoin pour continuer à apprendre. Sa mère laissa échapper un demi-halètement, demi-sanglot, se couvrant la bouche d'incrédulité. Léa, elle, ne pleura pas. Elle ne cligna même pas des yeux. Elle pencha juste légèrement la tête, comme si elle analysait une nouvelle chaîne de données. Tu seras sur place, ajouta Marcus, pas seulement en tant qu'invité, mais en tant que membre de l'équipe. Si tu le souhaites. Il a attendu. Il ne s'était jamais senti aussi nerveux. Léa regarda alors sa mère, puis de nouveau Marcus. Sa voix était douce, mais claire. Est-ce que j'aurais encore le droit de casser des choses? Ce n'était pas une supplication. C'était le protocole. C'était comme ça qu'elle apprenait, en brisant et en réassemblant, en déchiffrant la logique du chaos.
Si cette offre l'obligeait à faire un compromis, elle n'était pas intéressée. Marcus la fixa un instant, puis sourit. Pas un sourire de patron, mais quelque chose de vrai. Le premier vrai sourire depuis des années. Oui, dit-il. C'est comme ça qu'on découvre ce qu'il y a à l'intérieur. Sa mère poussa un long soupir. Puis s'interrompit. Elle pleurait à chaudes larmes, la tête baissée, les épaules tremblantes. Léa ne dit pas un mot. Elle n'en avait pas besoin. Sa main se tendit par-dessus la table et trouva doucement celle de sa mère. C'était suffisant. Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était total. Marcus se leva et glissa une petite carte sur la table. Ni un contrat, ni un calendrier. Un badge. Virion Technologies. Le accent aigu A. Accès, complet. Tu peux venir demain, dit-il. Ou la semaine prochaine. Ou le mois prochain. Le labo est à toi quand tu seras prêt. Léa le ramassa et le retourna une fois dans sa main. Je viendrai demain, dit-elle. Marcus hocha la tête et se tourna vers la fenêtre, clignant des yeux plus que nécessaire. Il ne lui offrait pas seulement un espace. Elle lui offrait aussi quelque chose, une seconde chance de construire un héritage important. Une idée qui ne repose pas sur l'optique, mais sur la vérité.